Bonjour tout le monde. Ah, c'est bon, ça marche. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à l'UICN de permettre de présenter donc ce panel qui va porter sur les solutions basées sur la nature. Je me présente rapidement. Je m'appelle Anne-Céline Guyon. Je travaille pour Nature Québec, qui est une organisation qui, comme son nom l'indique, est au Québec. Et qui travaille à la fois sur les enjeux de conservation, notamment au niveau de la biodiversité et des aires protégées, sur la forêt, sur l'environnement urbain et aussi sur les enjeux de climat-énergie. On existe depuis à peu près 40 ans. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec mes collègues à la fois du Québec et aussi du Burkina Faso. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce panel. Donc, je vais rapidement les présenter. Michel, ici présente, Michel Gaël Bidima, qui est agronome et phytopathologiste. Michel est spécialiste en fait en protection des plantes et de l'environnement, avec une expérience en matière de santé des plantes, de biocontrôle et de lutte intégrée. Elle s'intéresse particulièrement aux nouvelles méthodes de lutte alternative aux pesticides pour la gestion des maladies des plantes, ainsi qu'à la gestion durable des agro-écosystèmes et à la conservation de la biodiversité. Michel est également co-coordonnatrice de GYBN francophone Burkina. Nous, ici présents également, nous Zungrana, excuse-moi, donc qui est géographe de formation, qui est également co-coordonnateur donc du Global Youth Biodiversity Network Burkina Faso. Il embrasse les sciences environnementales à l'École nationale des eaux et forêts de Dinderesso, où pour l'obtention de ce diplôme de technicien supérieur en environnement, il a travaillé sur la gestion des eaux usées dans la ville de Koudungu. Diplômé d'un master en Nature-Based Solutions Regarding Climate Change, Adaptation and Biodiversity Conservation, il a dirigé ses recherches sur les techniques locales et traditionnelles de restauration des terres. Jeune engagé, il a beaucoup d'expérience dans les organisations de jeunesse sur les questions environnementales et évolue dans le nexus eau, climat, biodiversité, genre, énergie, agriculture. Enfin, Naomi, excuse-moi, Kamanga, j'ai oublié de marquer ton nom, qui est chargée de projet en gestion durable des milieux naturels au Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, donc une collègue avec moi du Québec. Passionnée d'environnement depuis son plus jeune âge et déterminée à entreprendre, Naomi est la fondatrice d'une OBNL dénommée Jeunesse Verte, œuvrant dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Son engagement pour développer des programmes d'éducation environnementale et de réforme de la gestion environnementale dans différentes institutions l'a amenée à s'ouvrir sur le monde. Ainsi, émerveillée par la richesse en biodiversité du Canada, elle choisit de s'y rendre pour obtenir son diplôme en environnement forestier, puis de s'y installer dans le but de construire sa carrière dans l'environnement aux côtés d'experts aguerris. Au sein de l'équipe de protection des milieux naturels du Credo, Naomi accompagne le projet Solutions Nature sur les comités multipartites de la municipalité de Chelsea et de la MRC Papineau. Donc, sans plus attendre, donc ici, en fait, on est présent aujourd'hui pour vous présenter, je ne sais pas si on peut mettre le premier PowerPoint, en fait, vous faire un inventaire. Celui où j'ai marqué numéro 1, normalement. Bon, celui qui s'appelle EMSN. Voilà, parfait. C'est ça. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va vous montrer plusieurs exemples de solutions basées sur la nature implantées dans le monde. L'idée ici, c'est vraiment de parler des bons exemples de solutions basées sur la nature. On le sait que celles-ci, il y a des enjeux autour de l'implantation des solutions basées sur la nature, mal comprises. Elles peuvent être mal implantées et créer plus de problèmes que de solutions au final. Et ça nous semblait vraiment important de saisir l'occasion aussi de la COP28 pour parler justement de ces enjeux-là et de montrer que, pour employer une expression très québécoise, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en gros que des solutions basées sur la nature, c'est essentiel si on veut lier justement
la crise climatique et la crise de la biodiversité, c'est vraiment la mobilisation des écosystèmes pour leur fonction de puits de carbone naturel, mais aussi pour tous les autres services écosystémiques qu'elle peut nous rendre, est essentielle, mais à condition que ce soit bien fait. Donc c'est pour ça que je me permets, avant de commencer, de rappeler quelques critères essentiels pour l'implantation des solutions nature. Donc évidemment, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, les solutions nature ne sont pas un permis de polluer. Ça ne nous dédouane pas de l'effort mondial qu'on doit faire de diminuer à la source les émissions de gaz à effet de serre. Donc le travail de réduction, notamment en sortant évidemment le plus rapidement possible des énergies fossiles. L'autre élément, c'est que les solutions basées sur la nature, ça implique évidemment la protection et la restauration d'un large éventail d'écosystèmes naturels. Et elles doivent absolument être mises en œuvre avec le plein engagement, évidemment, des communautés locales et des populations autochtones. Ça, c'est un enjeu, on le sait, dans plusieurs pays. Mais je pense que c'est, encore une fois, très important de rappeler qu'il faut que les solutions nature soient mises en œuvre grâce à de la gouvernance inclusive. Et c'est ça aussi dont on va vous parler à travers les différents exemples qu'on va évoquer. Enfin, rappeler que justement les solutions basées sur la nature, c'est avant tout des solutions qui nous permettent de protéger la biodiversité. C'est vrai qu'on a tendance à avoir l'angle climat, surtout dans une COP climat, évidemment, mais je pense que peut-être d'inverser le rôle de faire de la protection de la biodiversité l'élément phare des solutions basées sur la nature et de faire de la protection du climat un co-bénéfice permettrait peut-être justement de venir comment je dirais ça, pallier à certaines critiques avec l'implantation des solutions nature. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Michel qui va aussi nous faire part donc aussi de l'approche de GYBN particulière sur les solutions basées sur la nature et puis nous évoquer aussi des exemples sur lesquels elle a travaillé. Donc là, je demanderai à mettre en place le PowerPoint de Michel avec le Canva, s'il vous plaît. Tiens, Michel, si tu veux le... Ah, ok. Laisse la manette pour ton... Donc, bonjour à tous et merci beaucoup Anne-Céline. Là, je ne vais pas me tromper, je ne vais pas dire Cécile. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui dans ce panel. Donc, je me nomme Michel Bidima et comme Anne-Céline l'a dit, je suis de formation agronome et je suis co-coordinatrice du Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité, JYBN, donc de la section francophone, et je suis chargée de partenariat pour le chapitre du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la perspective de notre réseau en ce qui concerne les solutions basées sur la nature et aussi vous montrer quelques résultats de recherche qui vont dans ce contexte-là. Donc JYBN a été créé en 2010 et a été reconnu officiellement par la Convention sur la diversité biologique en 2012. Donc c'est un réseau qui regroupe plusieurs jeunes et on a pour but de travailler sur la préservation de la biodiversité. Donc, c'est une communauté globale. Désolée, je ne vois pas. C'est une communauté globale qui rassemble plusieurs jeunes, donc à travers tout le continent. Donc, on a des sections, des sections sous-régionales. Donc, on a JBN Afrique, JBN Asie, JBN Europe et des chapitres dans les pays, des chapitres nationaux. On a plus de 52 chapitres à ce jour. Et la vision de JYBN, c'est de pouvoir avoir une intégrité de système de soutien à la vie. Donc, tout ce qui nous permet de vivre, on doit avoir cette intégrité de système de tous les écosystèmes et aussi une société durable. Donc, comment nous pensons pouvoir y arriver, donc à cette vision-là? Nous travaillons beaucoup sur le renforcement des capacités, donc des jeunes, aussi les plaidoyers et les campagnes, aussi à travers la mobilisation et les actions, donc à travers nos chapitres nationaux. Donc on peut le voir ici, Burkina Youth Biodiversity Network,
Et là, c'est juste une petite illustration de ce que nous faisons. Donc là, on a, comme je l'ai dit, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a aussi le plaidoyer. Donc là, on peut voir les jeunes à la COP, 15 sur la biodiversité, et aussi il y a des campagnes. Donc la dernière campagne, c'était la campagne Stop the Same. Et là, nous avons une nouvelle campagne qui est Youth in Action. Donc, en tant que jeunes, nous sommes aussi conscients que nous vivons dans une crise socio-écologique, pas seulement écologique, mais aussi sociale. Donc, avec la perte de la biodiversité, les inégalités sociales et aussi les changements climatiques. Et la priorité de GBN concernant ces crises socio-écologiques, c'est vraiment l'équité intergénérationnelle, donc la participation effective des jeunes. Donc, il faut que les jeunes soient à la table de décision, l'éducation transformative et aussi l'approche basée sur les droits pour les humains et la nature. Donc, en évoquant les priorités de JYBN, je souhaite souligner comment le réseau se positionne comme un catalyseur de changement vers les solutions durables. Donc, les solutions basées sur la nature, comme Anne-Céline l'a dit, il faut qu'elles soient bien comprises et bien implémentées. Donc, ces solutions-là sont cruciales et elles peuvent permettre d'avoir une résilience climatique, la dégradation des écosystèmes, aussi l'extinction des espèces. Donc, elles peuvent aussi permettre elles s'alignent aussi sur la culture des communautés locales. Elles peuvent permettre d'améliorer la qualité de vie. Donc, comme je l'ai dit, la conservation de la biodiversité ou encore la résilience climatique. Donc la perspective de JBN concernant les solutions basées sur la nature, nous ne l'avons pas fait toute seule. Nous avons travaillé avec d'autres réseaux de jeunes, à savoir Yungo et Youth for Nature, pour pouvoir établir une déclaration des solutions basées sur la nature, qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce qui doit être fait selon la perspective des jeunes. Donc cette déclaration a été faite à travers un formulaire et qui a été, je pourrais dire, à travers 118 pays. Alors, la position de JBN concernant les solutions basées sur la nature, elles ne doivent pas être, elles doivent donner la priorité à la conservation, à la biodiversité locale, à l'intégrité des écosystèmes et des fonctions des écosystèmes. Donc, il est essentiel que les politiques ou encore la recherche aussi la pratique en matière de solutions basées sur la nature soit fondée sur l'inclusion, donc c'est très important, l'inclusion, l'équité et la justice. Aussi, les solutions basées sur la nature nécessitent une mise en œuvre de garanties juridiques pour éviter les risques comme l'éco-blanchiment qui est très répandu dans les solutions basées sur la nature ou encore la perte de la biodiversité avec les monocultures, les plantations, les impacts potentiels sur les droits de l'homme. Les solutions basées sur la nature ne devraient pas servir de moyen aux pollueurs pour éviter de réduire les émissions. Donc, ça ne doit pas être un substitut. Donc, ils doivent trouver des solutions pour réduire leurs émissions. Donc, les solutions basées sur la nature ne doivent pas être ne doivent pas se substituer à ces solutions-là. Et aussi, il est essentiel pour nous d'établir un cadre juridique donc, qui sera reconnu par la Convention de la diversité biologique ou encore la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique pour réglementer tout ce qui est solution basée sur la nature. Donc, c'est un peu ça les perspectives de JBN. Donc, maintenant, je vais vous parler de mes travaux de recherche. Donc, juste une petite partie de mes résultats de recherche qui sont aussi dans ce contexte-là, mais en ce qui concerne l'agriculture. Donc, j'ai travaillé sur des souches bactériennes du genre Bacillus et aussi de la solarisation des sols dans la gestion des maladies des plantes. Et cette gestion de maladie des plantes était contre un champignon qui attaque beaucoup la betterave à sucre. Donc, l'objectif principal était de trouver des méthodes de lutte alternatives aux pesticides chimiques. Donc, pour réduire l'utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture. Donc, pour cela, bon, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Et je vais essayer d'éviter les mots techniques. Et l'utilisation des bactéries PGPS, ce sont des bactéries qu'on retrouve à la rhizosphère du sol. Donc, elles peuvent agir comme phytostimulatrices ou phytoprotectrices. Et le genre le plus connu est Bacillus. Donc, Bacillus est beaucoup utilisé comme biopesticide microbien à cause de ses différents modes d'action.
Donc, les résultats de mes recherches ont montré que l'utilisation de ces bactéries-là, et je souligne que ces bactéries ont été récoltées dans la région où nous avons voulu faire l'essai pour que ce soit des bactéries autochtones, donc qu'on retrouve à la rhizosphère du sol. Donc, l'utilisation a montré que l'utilisation des biopesticides bactériens donnait un meilleur résultat, je vais dire, que l'utilisation des pesticides chimiques. Donc, ça veut dire que nous pouvons éliminer ces pesticides chimiques-là dans la lutte contre ce champignon-là spécifiquement. Donc, nous passons à la solarisation des sols qui peut être aussi discutée parce qu'il y a aussi l'utilisation du plastique et la gestion du plastique par la suite. Mais il faut savoir que nous, on a utilisé un plastique biodégradable parce que la solarisation du sol, c'est le fait d'utiliser l'énergie solaire comme agent létal pour diminuer les adventices dans le sol. Donc, c'est beaucoup utilisé en agroécologie. Donc là, par exemple, c'est les résultats de nos essais. Donc à gauche, nous avons des parcelles qui ont été solarisées et à droite, des parcelles non solarisées. Donc on remarque qu'il y a moins d'adventices dans les parcelles solarisées que dans les parcelles non solarisées. Donc c'était un peu ça les résultats de mes recherches qui rentraient dans ce cadre-là. Donc je tiens à souligner que ces résultats de recherche ont fait l'objet de 5 publications scientifiques. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci Michel, puis sans plus attendre, je donnerai la parole à nous. OK. Merci. Comme introduit, je suis Nuhu Zungrana, environnementaliste de fonction et aussi jeune chercheur sur les questions de conservation de biodiversité et d'adaptation au changement climatique. Et nous avons mené une recherche au Burkina Faso où on a essayé de voir l'efficacité des techniques de restauration des terres. Et ces solutions sont des solutions fondées sur la nature. Ces solutions viennent des populations locales, des petits agriculteurs, étant donné que le Burkina Faso est confronté aux questions de dégradation des terres. Donc, ils s'en sont sortis avec des techniques qu'ils ont eues de leurs aïeux et aussi du contexte local pour pouvoir restaurer des terres. Donc, pour la présentation, nous allons faire une introduction et je vais vous montrer les matériels et méthodes et les résultats que nous avons eus et aussi les discussions qui s'en sont sorties. Et aussi, nous allons conclure aussi les recommandations que nous avons eu à donner. Donc, pour gagner en temps, comme vous le voyez bien, les questions de dégradation de terre affectent bien sûr au niveau mondial qu'au niveau du Burkina Faso. Donc, et cela est dû plus ou moins par les effets des changements climatiques, aussi des activités anthropogéniques, c'est-à-dire les activités de déforestation et de mauvaise utilisation des pesticides, surtout que Michel aussi en a fait cas pour pouvoir trouver des solutions pour faire pallier à ces questions de pesticides. Et nous, au niveau du Burkina Faso, comme technique pour restaurer ces terres, on a plus ou moins les demi-lunes, on a les cordons pierreux, on a les ailes, etc. Donc, en gros, ces solutions permettent plus ou moins une gestion durable des terres. Et nous avons fait cette recherche parce que la recherche n'était pas plus ou moins accentuée sur ces questions. Et aussi, cette recherche va plus ou moins nous permettre de connaître les impacts vraiment de ces solutions fondées sur la nature. Est-ce que ça marche vraiment au niveau local? Est-ce que ça marche vraiment pour ces agriculteurs? Et essayer plus ou moins aussi de faire la promotion de ces techniques de restauration des terres. Et comme objectif général, comme je le disais tantôt, c'est de vraiment évaluer ces impacts. Et comme objectif spécifique, c'est d'identifier bien sûr ces techniques à travers la revue de la littérature et les travaux qui ont déjà faits. Un objectif spécifique, c'est d'essayer d'avoir une perception des parties prenantes, c'est-à-dire les ONG qui travaillent au milieu rural avec ces populations, les entités publiques bien sûr, et aussi ceux qui font du business sur ces questions de restauration des terres. Et comme matériel et méthodes,
pour la zone d'étude, on a mené la recherche dans une région du Burkina Faso. Nous avons 13 régions et nous étions au niveau du plateau central où nous avons plus ou moins travaillé sur la localité qu'on appelle Zitenga. Et Zitenga, c'est plus ou moins 750 km² avec 46 villages. Et bien sûr, situé dans une zone semi-aride avec des précipitations qui fluctuent plus ou moins avec une moyenne de 503 mm. Et pour l'échantillonnage, nous avons plus ou moins maximisé sur les villages et aussi sur les populations qui utilisent ces techniques. De ces 46 villages, nous avons échantillonné 23 villages où nous avons collecté les données et nous sommes allés directement sur les agriculteurs qui utilisent vraiment ces solutions fondées sur la nature. Là, la cible est bien visée et on aura les résultats à sortir. Et comme méthodologie, bien sûr, nous avons plus ou moins, après la revue de littérature, identifié ces techniques. Et ensuite, nous avons collecté les données avec des outils comme CoboCollect pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Et pour l'analyse des données, nous avons utilisé, avec CoboCollect, bien sûr, nous avons généré ça en fichier Excel et puis on a essayé de traiter et puis à sortir avec des résultats et nous allons bientôt vous montrer. Et de ces résultats, comme je le disais, la revue de la littérature nous a montré plus ou moins de ces techniques. On a le ZAI, les demi-lunes. Les demi-lunes, en fait, c'est plus ou moins pour stocker l'eau, parce que comme je l'ai dit d'emblée, nous sommes situés dans une zone semi-aride. Donc, nous n'avons pas assez de précipitations. Donc, ils ont jugé nécessaire, OK, avec cette technologie, en fonction de la direction de l'eau, du ruissellement, et aussi en fonction de la pente du champ. Donc, ils essaient de creuser ces demi-lunes-là pour stocker encore plus ou moins de l'eau. Et parfois, cela est associé avec l'apport du fumu pour pallier plus aux engrais chimiques. Et ça, c'est avant. Et après, voici ce que ça donne. Parfois, ces techniques aussi sont combinées au cordon puré qui essaie aussi de bloquer l'eau, de stocker l'eau surtout. Donc, ensuite, nous avons les ailes. Au fait, les ailes, avant la saison pluvieuse, les populations creusent des petits trous où ils apportent aussi encore du fumier. Et après les premières pluies, les termites colonisent ces terreaux-là et la biodiversité du sol commence à se régénérer et ce qui va rendre les sols plus fertiles. Et quand ils vont commencer à s'aimer dans ces poquets-là, ils auront encore plus de rendement que s'ils cultivent sur les terres dénudées. Et après, voici ce que ça nous donne comme résultat. Donc, nous avons le paillage, comme on le dit en anglais, le mulching, qui permet plus ou moins aussi de réduire les infiltrations du soleil pour encore permettre plus d'humidification et pour permettre encore aux biodiversités du sol de encore plus régénérer. Et aussi, nous avons les cordons pierreux que j'avais cités d'emblée. Donc, les cordons pierreux aussi permettent de stocker l'eau en quantité pour les permettre d'avoir plus d'humidité au niveau du sol. Et il y en a plusieurs autres techniques, mais parfois ces techniques ne sont pas utilisées individuellement. Parfois ces techniques sont combinées avec 2 ou 3 techniques pour les permettre encore d'être plus efficaces. Et en termes de résultats, nous avons plus ou moins essayé d'allier ces techniques de restauration avec les objectifs du développement durable. Et nous avons vu que ces techniques de restauration des terres nous permettent plus ou moins une gestion durable des terres et nous permet aussi, puisque ça permet ça augmente la productivité, ce qui va nous permettre d'aller plus ou moins à la sécurité alimentaire. J'ai entendu qu'aujourd'hui c'est la journée de foot, donc cela va de pair. Et aussi, ça nous permet plus ou moins d'agir sur l'ODD 13, qui est plus ou moins la restauration des écosystèmes, parce que cette technique aussi, nous sommes dans un écosystème agricole, bien sûr, en savane, mais ces techniques aussi sont utilisées en écosystème forestier et cela permet de faire revenir la biodiversité ainsi que les plantes pour permettre de restaurer les forêts. Donc, en termes de bénéfices, nous avons observé que ces techniques de restauration des terres permettent à ces populations d'augmenter leur production. Ça les permet aussi
Après, d'augmenter leur production, ça leur permet de faire revenir la biodiversité, ça leur permet plus ou moins d'avoir des fourrages pour l'élevage, puisque l'agriculture est parfois intégrée avec l'élevage. Et ce que nous avons eu comme résultat, nous avons observé qu'avant l'application des techniques de restauration des terres, ils ont une moyenne de récolte qu'on a estimée à 5 kg de sacs. Et ils en ont une moyenne de 5. Et après l'application de ces techniques de restauration des terres, ils en ont plus ou moins 11. Donc ça veut dire que quasiment avec l'application de ces techniques-là, de ces solutions fondées sur la nature, ça leur permet de doubler leur production. Et aussi, on a essayé de faire une étude ethnobotanique et on a observé plus ou moins que ces techniques les permettent plus ou moins de faire revenir bien sûr les services écosystémiques et ça, ce qui va de pair avec eux. Parce que quand on parle des solutions fondées sur la nature, on fait appel encore aux écosystème-based adaptation. En fait, ces techniques doivent bien sûr permettre aux populations de bien vivre, d'avoir des revenus, aussi de protéger l'environnement. Et nous avons aussi observé que cela les permet plus ou moins d'être encore plus dans l'adaptation à travers ces techniques agroforestières, parce que dans ces solutions-là, il y a plus ou moins aussi ce qu'on appelle la régénération naturellement assistée qu'ils appliquent aussi pour les permettre de plus ou moins restaurer les terres. Et en conclusion, nous avons observé bien sûr qu'il y a plusieurs techniques qui sont appliquées et il est assorti aussi que pour l'application de ces techniques, ça leur permet plus ou moins de restaurer les sols, ça veut dire d'augmenter la fertilité des terres. Et qui dit augmentation de la fertilité des terres, en corrélation, c'est augmentation de la productivité agricole. Et nous nous sommes assortis de plusieurs recommandations. C'est une collaboration et d'accentuer la collaboration entre les différentes parties prenantes, les stakeholders, ça veut dire les ONG qui travaillent sur ces questions, les secteurs privés qui travaillent sur ces questions et aussi les agences publiques qui travaillent sur ces questions. Et nous avons vu aussi qu'on doit avoir une base de données parce que comme parfois pour agir sur le terrain, il faut des données analysées, savoir où le besoin y est, savoir comment agir sur le terrain. Donc, il nous faut ces bases de données-là. Et plus ou moins aussi, voir comment on peut plus ou moins intégrer les connaissances traditionnelles avec les connaissances scientifiques. Ces deux approches-là pour mieux gérer les terres. Parce que les scientifiques, parfois, ils pensent qu'ils peuvent travailler sans ces connaissances traditionnelles. Et pourtant, on a besoin de ces données, de ces connaissances pour s'appuyer pour d'autres perspectives. Et on a aussi vu qu'il faut plus ou moins travailler pour la promotion de ces techniques-là, comme on est en train de le faire, comme ça, le plaidoyer. Et aussi, il faut une collaboration, bien sûr, entre les scientifiques et ceux qui ont ces techniques de restauration. Donc, je suis à la fin de ma présentation et merci pour votre attention. Merci. Nous, on voit effectivement un bel exemple d'intégration des connaissances traditionnelles avec, avec la protection du climat et la protection de la biodiversité et à quel point ça peut être efficace pour justement améliorer aussi les rendements agricoles. Merci beaucoup. Maintenant, je vais, moi, vous présenter un projet de solution basé sur la nature qu'on est en train d'implanter au Québec. Donc, je demanderai de revenir au tout premier PowerPoint. Voilà, merci. Est-ce que... Merci, je vais rester ici. Merci beaucoup. Donc, c'est le projet en mode solution nature. Donc, c'est un projet qui est financé par le programme Action Climat du gouvernement du Québec et qui vise justement à allier à la fois les réponses à la crise climatique et les réponses à la crise de la biodiversité à travers donc la protection, la restauration, mais aussi l'amélioration des pratiques forestières et agricoles donc au Québec. L'objectif donc du projet en mode solution nature qui a été lancé il y a maintenant 2 ans et demi, il est avant tout déjà dans un premier temps de faire connaître les solutions basées sur la nature parce que si en soi la protection, la restauration et l'amélioration des pratiques, les techniques ne sont pas, on révolutionne pas le monde là, c'est souvent des techniques qui sont connues mais qu'on appelle maintenant, qu'on met sous le chapeau de l'appellation solution basée sur la nature. L'idée, c'est quand même de montrer, de faire comprendre aux gens, de faire la promotion de ces solutions-là
de leur faire comprendre qu'il faut justement travailler de cette façon-là plutôt que d'aller vers des solutions, par exemple, juste purement technologiques pour la crise climatique. Puis l'idée avec ce projet-là aussi, c'est justement de créer un engouement, de faire émerger véritablement un intérêt pour les solutions basées sur la nature au Québec pour accentuer leur mise en œuvre un peu partout dans la province. Alors ce projet, il est en deux volets. Le premier, justement, pour répondre à l'objectif de mieux faire connaître les solutions basées sur la nature et permettre après que la population veuille en implanter, c'est de faire une campagne de sensibilisation et d'information dans un premier temps. Et le deuxième objectif, ça a été de justement mettre en place des projets pilotes. Donc à l'heure actuelle, on a 10 projets dans la province du Québec qui vont de l'Outaouais, donc la frontière entre le Québec et l'Ontario, jusque plus vers l'est du Québec, aux alentours de Tadoussac et de Rivière-du-Loup, pour ceux qui connaissent la province. Mais vraiment une panoplie de projets pilotes diversifiés qui vont du petit village à la grosse ville, plus en milieu forestier ou plus en milieu agricole. Donc, pour vraiment regarder un peu, en fonction des différents territoires, quels sont les potentiels des solutions nature et comment justement adapter celles-ci aux différentes situations. Et donc, un volet vraiment d'accompagnement de ces projets pilotes-là, comme je vais vous montrer. Alors, dans un premier temps, le volet campagne, pour justement pouvoir faire la promotion des solutions nature, on a déployé toute une série d'outils de communication qui va véritablement évidemment, plein d'informations sur les médias sociaux, le développement de différents feuillets, par exemple, sur les différents types de solutions nature par milieu, donc les solutions nature en milieu agricole, les solutions nature en milieu forestier, celles pour les prairies ou encore celles pour les milieux humides. On a aussi établi un espèce de catalogue de solutions nature existantes déjà au Québec pour que les gens intéressés à en implanter aient déjà une bonne idée de qu'est-ce qui se fait un peu partout sur les territoires et comment aussi ils peuvent s'en inspirer au final. On a fait toute une série aussi d'ateliers, de conférences. Alors, comme on a lancé le projet en pleine pandémie, dans un premier temps, ça a été beaucoup des ateliers virtuels, évidemment, mais au fur et à mesure, on fait aussi des ateliers maintenant sur place dans différentes municipalités. On va donner des conférences un peu partout. Notamment d'ailleurs avec le réseau des conseils régionaux en environnement qui nous invitent régulièrement dans différents événements qu'ils organisent. L'intervention dans les médias et l'écriture de blogs, par exemple, sur l'agroforesterie, sur ce qu'on appelle chez nous les fiducies d'utilité sociale, un outil pour gérer la protection des milieux naturels, qui est vraiment un outil juridique pour nous permettre de venir protéger, acquérir des terrains et venir les mettre en conservation. Comment protéger les milieux humides nous aide aussi, par exemple, à la lutte au changement climatique, mais aussi à la protection de la biodiversité. Bref, vous voyez toute une série de documentation qui a été élaborée et qui est distribuée non seulement à travers les médias sociaux, mais aussi dans différents événements auxquels on participe. Des capsules vidéo, aussi des webinaires spécifiques sur certains enjeux. On en a notamment fait un sur la problématique des inondations, puis comment les solutions basées sur la nature peuvent nous aider à répondre en partie aux épisodes d'inondations au Québec. Donc, vous voyez là, puis on s'associe toujours aussi à la communauté scientifique, comme par exemple celui sur les inondations. On avait eu la chance d'avoir des interventions, notamment de Ouranos, qui est un consortium en fait d'universitaires, de chercheurs très connus au Québec qui travaillent sur justement les changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci. Donc ça, c'est vraiment le volet campagne qu'on continue à développer au fur et à mesure. Et le volet accompagnement. Alors, quand on parle d'accompagnement, concrètement des projets pilotes qu'on a lancés, je vous le disais, on en a 10
9 municipalités et une MRC. Qu'est-ce que c'est qu'une MRC au Québec? C'est en gros, c'est une unité régionale qui regroupe différentes municipalités. Donc, c'est sur une échelle plus grande que juste un territoire municipal. Et la manière dont on a fonctionné pour justement aussi se coller aux critères de l'UICN, ça a été déjà dans un premier temps au niveau du recrutement d'aller sur chaque projet pilote recruter une série d'acteurs locaux. Donc oui, travailler avec les leaders politiques, donc les maires et conseillères des différentes municipalités, mais aussi de mettre autour de la table les conseils régionaux de l'environnement, qui sont, Naomi nous en parlera mieux, mais qui sont des organismes locaux environnementaux qui connaissent extrêmement bien les enjeux de leur territoire, les organismes de bassin versant, donc c'est un peu le même modèle que les creux, mais sur la question de l'eau, de la protection de l'eau. Des comités citoyens, quand il y avait des comités citoyens sur le territoire qui travaillent sur ces enjeux de protection de biodiversité et de changement climatique, parfois des entreprises, comme dans un projet pilote, par exemple, qui est dans une région où une des premières activités économiques, c'est la récolte de tourbes pour l'horticulture. Ben, ils sont autour de la table parce que, évidemment, les impacts sur les milieux humides, sur les tourbières sont énormes. Donc, ils sont autour de la table pour vraiment travailler dans une optique de co-construction. Donc, vous voyez des comités multipartites dans chaque truc qui vraiment relie le plus d'acteurs locaux possible pour s'assurer que vraiment les choix de solutions nature, puis après leur implantation, soient portés par le plus d'acteurs possible et deviennent véritablement, engagent la communauté locale. Ce qu'on a fait faire aussi dans un premier temps, c'est qu'une fois qu'on a recruté donc ces projets pilotes-là, qu'on a mis les acteurs locaux autour de la table, le premier élément qu'on a travaillé avec eux, c'est qu'on a fait faire une évaluation personnalisée de la valeur en carbone des milieux naturels. Donc, grâce notamment à la firme Habitat, qui est une firme spécialisée en études des services écosystémiques sur le territoire québécois, on a fait faire véritablement une étude sur les puits de carbone naturels du territoire. Donc, pour savoir où étaient les plus gros puits de carbone et si ça correspondait aussi, après, à d'autres enjeux. Par exemple, est-ce qu'il y avait aussi des espèces menacées sur ces territoires-là en même temps? Est-ce que ça nous pourra après être capable de cibler dans le choix des solutions nature là où on voulait aller travailler en priorité pour répondre au plus d'objectifs possibles en même temps? Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a travaillé sur des diagnostics, donc à partir de ces études de puits de carbone, mais aussi d'autres documentations qui existaient sur le territoire. On a véritablement regardé comment on pouvait venir prioriser les solutions nature. Et puis, là, on en est au stade maintenant de... on a co-construit un plan d'action et de voir justement comment on va le mettre en œuvre par la suite. L'autre élément, c'est qu'il nous paraissait vraiment important à travers le projet également de créer une communauté de pratique pour que les différents projets pilotes, qui sont quand même assez éloignés les uns les autres géographiquement parlant, puissent quand même se parler et échanger à la fois sur les bonnes pratiques, mais sur les différents obstacles qu'ils ont pu rencontrer au fur et à mesure de l'implantation du projet. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé. Je m'arrêterai là, je laisserai la parole maintenant à Naomi parce que justement, Naomi est une justement de ces partenaires locaux qui travaillent avec nous particulièrement dans la région de l'Outaouais. Donc, je laisserai Naomi nous parler de la suite. OK. C'est bon. OK. Donc, comme Anne-Céline l'a dit, moi, je suis chargée de projet en gestion durable des milieux naturels au Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, qui est une région au Québec, comme elle l'expliquait, qui est sur le bord à côté d'Ottawa, de l'Ontario. Donc, en fait, j'ai accompagné le projet pour le compte du Conseil régional de l'environnement et j'ai siégé sur 2 comités. Et c'était donc le comité
pour la municipalité de Chelsea, puis celui pour la MRC, comme elle vous a expliqué, qui est comme un regroupement en fait de plusieurs municipalités. Dans ce cas-ci, c'est 25 municipalités. Donc, en fait, on a siégé sur les deux. Puis, en fait, ces deux régions-là, comme la municipalité puis la MRC, se trouvent peut-être dans le même territoire, mais sont vraiment, on va dire, ils sont différents comme en tant que territoire, comme les territoires diffèrent d'une place à une autre. Donc, voilà, c'est ça, je pense que je voulais aussi noter que l'une était une municipalité, puis l'autre était une MRC, mais Anne-Céline l'a déjà dit. Donc, alors, j'ai voulu vous montrer un peu quels étaient les enjeux de chacun. Pour vous faire comprendre un peu, Chelsea, c'est la municipalité. Donc, les enjeux de Chelsea, c'était la mise en œuvre des actions déjà adoptées. Donc, ils avaient déjà fait un travail pour adopter déjà des façons de faire, mais la mise en œuvre n'avait pas encore suivi. Il y a la croissance démographique à Chelsea. Il y a beaucoup d'entreprises de construction qui viennent de plus en plus parce que c'est vraiment un endroit où il fait beau vivre. Puis, ça va avec une forte présence anthropique parce que, en fait, Chelsea se trouve, en fait, le parc de la Gatineau se trouve à Chelsea, donc c'est vraiment très, très fréquenté, surtout en été, surtout en automne. Donc, c'est vraiment un endroit où tout le monde va. Donc, ça met une pression énorme sur les milieux naturels. Donc, on a aussi l'augmentation des fréquences, l'augmentation de la fréquence des inondations, des sécheresses et des glissements de terrain. Donc, par contre, pour Papineau, les enjeux, c'était l'exploitation forestière, la croissance démographique aussi, puis le maintien de la biodiversité, les érosions, glissements de terrain, puis les érosions des sols dues à la pression agricole. Donc, on peut voir qu'il y a des enjeux qui se ressemblent, mais il y en a des spécifiques d'une part et d'une autre. OK. Donc, par rapport aux solutions, donc vraiment pour arriver aux solutions, comme Anne-Céline l'a dit, il y a eu un diagnostic qui a été fait, il y a eu plusieurs rencontres avec les comités multipartites où on a échangé ensemble, on a trouvé, enfin, quand les solutions ont été abordées, en tout cas, il fallait faire une priorisation. C'était vraiment un travail autour de la table avec différents acteurs pour arriver à ces solutions-là. Donc, pour Chelsea, c'est la protection des forêts, la protection des milieux humides et hydriques, l'augmentation de la canopée urbaine, la forestation des bandes riveraines. Pour Papineau, afforestation des bandes riveraines, protection des prairies, parce qu'on a vu qu'il y avait des enjeux au niveau des terres agricoles. Donc, diversification des forêts, protection des forêts et protection des milieux humides et hydriques. Donc, je voulais également vous dire un peu comment nous, on a notre ressenti un peu sur ce projet-là. On le trouvait vraiment important. Puis, les 3 points forts qu'on a vraiment relevés à travers l'accompagnement que nous avons eu de Nature Québec, c'était l'approche qu'ils avaient de vouloir bâtir sur l'existant. Ils se rendaient compte qu'il y avait déjà des actions, il y avait déjà des initiatives. Et donc, à travers cette stratégie-là, ça a permis d'optimiser en fait les ressources et favoriser une synergie entre les différents acteurs. Puis, on a aussi noté cette approche personnalisée de se dire que les territoires ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes enjeux, de voir dans chaque territoire c'est quoi les enjeux spécifiques pour en sortir des solutions adaptées à chaque territoire. Et enfin, c'est de rassembler différents acteurs autour de la table afin de permettre que cette synergie donne naissance à une mise en œuvre harmonieuse. Donc, c'est les 3 points forts que nous avons relevés dans le projet en mode solution nature en Outaouais. Et voilà, c'est ce que je voulais partager.
Merci beaucoup, Noémie. Donc, on aurait pas mal fini la période justement de présentation. Il nous reste quelques minutes, 7 minutes exactement pour des questions. Donc, vous voyez, on a voulu mettre vraiment l'emphase sur des projets réels, des projets concrets qui sont implantés, que ce soit au Burkina Faso ou au Québec, pour vous montrer un peu de quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour l'implantation des solutions nature. Maintenant, j'ai envie de dire, la parole est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes, I have a link. Yes, I send you later. Thank you, merci beaucoup pour toutes les présentations. Okay, it's not really a question, but I am wondering, whether we are taking a risk to look at nature-based solutions to address most of the concerns in the SDGs. Because I feel that humans have actually failed, in many aspects, looking into developmental challenges. And then, of course, I'm wondering whether from your studies or, the experience you have on nature-based solutions, whether nature-based solutions can address, issues of, depressed economy, food crisis, like you have shown us here in the presentations of how many aspects of nature-based solutions can play a very good role in agricultural production. And then, of course, even looking into the insecurity, we have a gamut of developmental problems today, and coming now to look at even unemployment and poverty. It's not, like I said, it's not a question, but it looks like we are now looking at nature-based solutions to be the final answer, even to the climate crisis we're discussing today. Well, this is just to air my views. Thank you very much. Thank you very much for that. Je peux continuer, je me permets de vous couper. C'est dans la même veine. Je suis Jean-Luc Schott de l'Institut de recherche pour le développement. J'ai beaucoup travaillé au Burkina et dans la région au Niger, au Mali et au Sénégal. Ma question, c'est pour ça que je me permets de vous couper, elle est un peu dans la même ligne que ma collègue. Dans votre propos, vous, de ma compréhension, parfois opposez nature-based solutions à des approches techno. Il n'y a pas des approches techno qui, pour vous, accompagneraient? Oui. Voilà, c'est ma question. Oui, tout à fait, effectivement. Là, on a été vite, mais effectivement, il peut y avoir complémentarité là, entre les deux. C'est juste que souvent, on a tendance à penser en premier lieu approche techno, alors que c'est ça. Souvent, ce qui est intéressant avec les approches fondées sur la nature, c'est qu'elles sont souvent aussi beaucoup plus facilement accessibles aux populations locales à moindre coût que des solutions purement technologiques. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas forcément en opposition. C'est juste que c'est ça, elles sont davantage. En plus, l'intérêt, c'est que souvent les solutions technologiques, elles sont développées pour répondre à une problématique. Ce qui est intéressant avec les solutions basées sur la nature, c'est que souvent elles permettent de faire ce que j'appelle d'une pierre plusieurs coups. Et c'est d'ailleurs comme ça que le concept a été développé, pour à la fois répondre à l'enjeu de la mitigation au changement climatique, à l'adaptation, mais aussi au bien-être des communautés et évidemment à la protection de la biodiversité. Et souvent à des coûts moindres que des solutions purement technologiques. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément en opposition. Je suis complètement d'accord avec vous. Elles peuvent être complémentaires dans certains cas. Est-ce que... Vas-y, ouais. OK. Bon, merci bien. Je voulais un peu ajouter sur la question des ODD.
effectivement, c'est un peu plus ou moins complexe parce qu'au début, nous étions sur les objectifs du millénaire pour le développement qui avaient 8 points phares. Et on a shifté rapidement sur les ODD qui ont 17 objectifs de développement durable, plus ou moins sans oublier qu'ils sont plus ou moins interliés. Il y a une interdépendance entre ces objectifs de développement durable. Et moi, sur le terrain, quand j'étais avec les agriculteurs qui pratiquaient cette technique, j'ai vraiment eu un problème pour essayer d'avoir ce lien vraiment, parce que plus ou moins ça adresse la lutte contre la faim, ça permet la réduction de la pauvreté. Mais on a quand même essayé de prendre les perceptions, puisque c'est eux, ils appliquent cette technique, c'est eux, ils savent ce que ça les mène, ce que ça les donne comme bénéfice, et on a juste essayé de faire les liens. Mais quand on rentre techniquement à fond, c'est vraiment compliqué de faire la différence. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 2 petites minutes devant nous. Non? Ben, merci énormément d'avoir été présent avec nous ce matin. Je remercie vraiment beaucoup nos panélistes, Michel, Nouhou, Naomi. J'espère que donc, ça vous a permis de mieux comprendre comment les solutions nature peuvent jouer leur rôle, puis comment les implanter de la bonne façon. Je vous souhaite une bonne fin de COP, puis on se souhaite aussi surtout que les enjeux justement de biodiversité soient de plus en plus liés aux enjeux climatiques. Voilà. Merci. Au revoir.